Bonjour et soyez les bienvenus au programme de Mandombe University. Merci beaucoup pour avoir choisi l'université Mandombe ou encore Mandombe University afin de venir participer à la révolution culturelle et scientifique que nous sommes en train d'entreprendre par rapport à la situation dans laquelle le continent africain se trouve. Moi, je suis le professeur Bitombokele Legom Chungwan. Je suis professeur de Mandombe, spécialiste de Mandombe. Il y a 23 ans que j'étudie le Mandombe. J'ai été formé par le professeur Dr Wabela Diopaye David, qui m'a formé à l'université Simon Kimbangu à la faculté de théologie, où j'étais l'un de ses premiers étudiants de Mandombe, l'un de ses premiers disciples. Et à l'issue de cette formation, par rapport à l'affinité que j'avais avec le professeur Wabela Diopaye David, il m'a confié une responsabilité en complicité avec l'université Simon Kimbangu. Ils m'ont confié la responsabilité de pouvoir systématiser le Mandombe comme une connaissance scientifique. Comme nous le savons, une connaissance scientifique a des critères et en fonction de ces critères qu'il m'a été confié la responsabilité de pouvoir systématiser le Mandombe. Alors, les cours que nous sommes en train de donner à Mandombe University, en fait, c'est le résultat de toutes ces recherches que nous avons entreprises durant 23 ans, en ce qui me concerne, et durant plus de 40 ans, en prenant l'expérience de recherche de Papa Wabela Dio depuis que le Mandombe a été révélé en 1978. Alors, par rapport à notre formation, par rapport à notre étude, nous nous sommes rendus compte qu'il est question de structurer un curriculum ou encore un profil académique spécifique pour la formation académique des Africains. Parce que, comme nous pouvons le constater, il y a 60 ans que le continent africain est indépendant, mais lorsque nous essayons un peu de faire notre bilan, nous allons nous rendre compte que le 25 mai, nous avons complété 60 ans depuis que nous fêtons la journée de l'Afrique. Mais le bilan est désastreux, le bilan est catastrophique. Et en fonction de cette réalité, il est question de nous repenser. Il est question de revoir nos modalités de recherche, nos modalités de penser, nos modalités de faire les choses, nos modalités de reconsidérer certains paradigmes qui existent dans le système classique du fonctionnement de notre système social. Et c'est dans cette perspective que Mandombe University a conçu un programme spécifique qui a une certaine démarche investigative qui permet à tous ceux qui apprennent le Mandombe de se situer dans une structure padronisée en fonction de la réalité du continent africain. Voilà pourquoi notre première leçon de Mandombe va se baser sur le contexte d'émergence du Mandombe. Mais cette leçon n'est qu'une partie incluse dans le chapitre numéro 1 de notre formation qui consiste à l'étude systématique de l'essence de la situation de l'Afrique. Donc ce premier chapitre, c'est un chapitre que nous pouvons appeler le chapitre du développement de la conscience noire. Et dans ce développement, dans la perspective du développement de la conscience noire, nous avons la première leçon qui consiste à étudier
le contexte de l'émergence de Mandombe. Dans quelles circonstances, dans quel environnement le Mandombe est né? Et qu'est-ce qui justifie l'émergence du Mandombe? Et pourquoi Papa Simon Kimbangu est arrivé au point de révéler le Mandombe dans cette perspective? Ce sont ces aspects-là que nous allons étudier au cours de notre première leçon de Mandombe. Voilà pourquoi, mes très chers frères et sœurs, vous êtes je vous considère comme étant des activistes de la révolution culturelle et scientifique du continent africain. Je vous souhaite les bienvenus à ce programme et je demande votre attention pour qu'on commence déjà avec notre formation d'aujourd'hui. Notre leçon, comme je viens de le dire, c'est une leçon basée sur l'étude du contexte d'émergence du Mandombe. Dans ce contexte d'émergence, nous avons un concept fondamental. Le concept fondamental que nous sommes en train de prôner dans cette étude est intitulé la restauration sociale. Ça, c'est le mot clé de cette leçon. La restauration sociale. C'est quoi la restauration sociale? La restauration sociale, c'est le fait de apporter une révision dans le fonctionnement d'un système social. Lorsqu'un système social est déréglé, il y a des conséquences sociales. Et par rapport à ces conséquences sociales, les spécialistes, la société, la communauté cherchent à trouver des moyens pour essayer de reviser le système social et essayer de revoir les modalités de la restructuration de la société. C'est à ce moment-là que nous allons parler de la restauration sociale. Et donc, lorsque nous parlons de la restauration sociale, nous faisons allusion au fonctionnement du système social. Et le système social est composé de 3 éléments. Selon Jean Lapierre, le système social est composé du système idéologique, du système organisationnel et le système technologique. Donc, en fait, lorsqu'on fait la restructuration, bien la restauration sociale, on tient compte de ces 3 aspects. Il faut revoir l'aspect idéologique de la société, il faut revoir l'aspect organisationnel de la société et revoir enfin l'aspect technologique de la société. C'est dans cette perspective, nous, dans notre démarche d'étude, nous nous sommes rendus compte qu'il est très important pour nous, les Africains, qu'on puisse entreprendre cette restauration sociale. Parce que tout peuple qui se trouve dans un processus de dérèglement social a le droit et le mérite de pouvoir entreprendre une restauration sociale. Nous avons plusieurs cas des sociétés qui ont entrepris des restaurations sociales. Dans nos études, nous avons toujours prôné la restauration sociale chinoise parce que c'est une réussite extraordinaire. C'est un exemple fantastique que nous avons trouvé qui est un peu plus proche de notre réalité comme Africains. Vous le savez qu'en 1940, en 1950, jusqu'en 1950, la Chine était considérée l'un des pays les plus pauvres du monde. En 1950. Et vous serez d'ailleurs surpris lorsque je vous informerai qu'en 1960, lorsque le Congo démocratique était déjà indépendant, le Congo démocratique était plus développé par rapport à la Chine. C'est surprenant, oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, le Congo démocratique avait encore le parfum de la colonisation belge. Donc, il y avait encore l'influence du système social belge colonial qui était en train d'influencer la société du Congo démocratique. Mais la Chine, pendant cette période, était en train de gémir. La Chine était en train
de, 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 de vivre des situations atroces en ce qui concerne la faim, en ce qui concerne les émeutes, en ce qui concerne les inégalités. Une situation horrible, horrible. Et curieusement, c'est en 1963 que Mao Tse-tung va entreprendre une restauration sociale au sein de la Chine, ce qu'ils appellent la révolution culturelle. Et cette révolution culturelle qui a commencé en 1963 sera la base du développement de la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au cours de nos cours, au cours de notre étude, dans les prochaines leçons, nous allons faire l'étude de la Chine. Comment est-ce que la Chine s'est développée? Et quels sont les éléments fondamentaux que la Chine a utilisés pour se développer? Et pour cela, nous avons l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Peyrefitte, qui a effectué un voyage en 1974 en Chine, un voyage officiel. Arrivé en Chine, on lui a fait visiter tous les pôles, tous les centres de développement culturel, développement scientifique, développement médicinal de la Chine à l'époque, en 1974. Nous sommes en 1974. Alain Peyrefitte était stupéfait de voir ce qu'il était en train de voir. Il n'en revenait pas. Et il s'était rendu compte à l'époque que la Chine était en train de préparer une bombe atomique, culturelle et scientifique qui allait se détonner plusieurs années après. Et lorsqu'il est reparti en France, Alain Peyrefitte a écrit un rapport qu'il a publié après, ce rapport de plus de 500 pages. Le rapport est intitulé, en forme de livre, est intitulé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». J'ai eu l'opportunité d'avoir ce livre, un vieux ami, un grand ami, un frère qui m'a offert ce livre, Gaëtan, Dot Gaëtan, c'est lui qui m'a offert ce livre pour me faire comprendre l'essence du développement de la Chine. Et j'ai fait de ce livre l'élément fondamental de l'étude de la restauration sociale du continent africain, comme une étude comparée. Donc, en fonction de ce livre, nous avons compris qu'il est possible qu'un peuple, qu'une nation qui a pris conscience de sa situation a la possibilité, le droit et la capacité de entreprendre la restauration sociale. Lorsque cette restauration sociale est bien faite, en suivant tous les critères, le résultat, c'est ce que ça donne. Aujourd'hui, nous allons faire une étude comparée de la Chine et du Congo démocratique. Nous sommes en 1960, le Congo démocratique est plus avancé, plus développé par rapport au contexte du parfum, le parfum colonial belge. Le Congo démocratique est plus avancé par rapport à la Chine. Et 60 ans après, parlons de 60 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Comparons encore la Chine et le Congo démocratique, mais c'est le jour et la nuit, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Chine a fait? Eh bien, en 1963, la Chine a entrepris la révolution culturelle. En 1963, la Chine a entrepris la restauration sociale. Et c'est là où se trouve le secret de la restauration sociale de la Chine. Et lorsque nous lisons le livre, là, rien que le titre nous révèle, Alain Peyrefitte dit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et aujourd'hui, le monde est en train de trembler. La Chine est en train de se mettre en concurrence avec la première puissance mondiale. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, la pandémie, l'Europe était en train de dépendre en termes des équipements sanitaires de la Chine. Et il y a autres informations que nous avons où nous sommes en train de constater la dépendance à
pratiquement 80% de l'Europe par rapport à la Chine. Donc, nous allons vite nous rendre compte que lorsqu'une restauration sociale est bien faite, les résultats sont spectaculaires. Et c'est cette étude que nous allons entreprendre ensemble pendant cette période d'études afin que nous puissions nous imprégner dans cette logique, dans cette aventure de recherche scientifique afin qu'on arrive au point de trouver la solution de la restauration sociale du continent africain. Parce que notre objectif, c'est d'atteindre la restauration sociale, mais dans le contexte africain. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la situation du continent africain, elle est désastreuse. 60 ans après notre indépendance, notre situation, elle est désastreuse. Elle est désastreuse parce que notre restauration sociale n'a pas encore été prise au sérieux. Donc, il faudrait qu'on commence à faire des études là-dessus. Et ces études commencent maintenant avec la trajectoire des investigations et du profil académique que Mandome University nous présente. Donc, voilà pourquoi nous allons rentrer dans le vif de notre étude. Lorsque nous analysons la restauration sociale, nous devions d'abord et avant tout voir et étudier quel est l'élément catalysateur ou encore l'élément propulseur de la restauration sociale. Ça, c'est la question fondamentale que nous devions nous poser. Eh bien, l'élément catalysateur ou bien encore propulseur de la restauration sociale, c'est un désir naturel. Le désir naturel. Mais le désir naturel de quoi? Le désir naturel de la conquête du bien-être. Donc, le bien-être. Le bien-être, c'est un patrimoine que tout être humain cherche à acquérir. Le bien-être. Donc, c'est un désir naturel de conquérir le bien-être. Donc, le bien-être, en fait, c'est un patrimoine idéal que tout un chacun cherche à acquérir. Dans la procédure du bien-être, ou bien encore le désir naturel du bien-être, il faudrait qu'on sache la nature du bien-être. Nous avons trois types de bien-être. Nous avons le bien-être spirituel, où nous identifions la tranquillité de notre âme. Quel est le système idéologique que nous devions opter, par exemple, pour qu'on ait la garantie de notre tranquillité d'âme? En dehors de ça, il y a le bien-être matériel. Le bien-être matériel, en fait, c'est l'ensemble de l'état matériel dans lequel une personne retrouve la béatitude matérielle. Donc, le bien-être matériel, le bien-être spirituel, les deux en fusion nous donnent le bien-être social. Donc, en fait, le bien-être social n'est que la combinaison du bien-être spirituel et du bien-être matériel. Alors, quels sont les facteurs ou encore les concepts de base de la conquête du bien-être? Eh bien, lorsqu'un peuple atteint le bien-être, lorsque une personne, parce qu'on peut partir d'un individu ou encore d'une société, lorsqu'un peuple atteint le bien-être, lorsqu'on atteint le bien-être, eh bien, il y a deux caractéristiques qui se manifestent. Deux caractéristiques. La première caractéristique, on sent une certaine liberté de l'âme. La liberté de l'âme, c'est avoir la capacité de penser sans pourtant se préoccuper des barrières. On peut penser et dire ce qu'on veut penser. Malheureusement,
le continent africain n'a pas la liberté d'âme. Le continent africain, les Africains n'ont pas la liberté d'âme. Nous avons été formés pour dépendre des autres systèmes de pensée, pour dépendre des autres systèmes ésotériques occidentaux. C'est en fonction de notre héritage de la colonisation, de notre héritage de l'esclavagisme. Et nous dépendons pour nous réfugier, par exemple dans notre situation spirituelle, nous dépendons de la situation traditionnelle, spirituelle du continent africain qui, jusqu'à présent, ne nous a pas aidés pour résoudre notre problème. Parce que si réellement notre système ésotérique, spirituel, traditionnel était vraiment un soubassement spirituel, la colonisation n'aurait pas tenté de nous fragiliser. Ce qui veut dire que nous dépendons d'un système qui ne nous permet pas, que ce soit un système traditionnel, que ce soit un système occidental, qui ne nous permet pas d'atteindre la liberté de notre âme. Nous sommes comme disait le petit-fils de Papa Simon Kimba ou Papa Paul, qu'il parle de la prison, d'une prison sans mur. C'est-à-dire que vous êtes libre apparemment, mais psychologiquement, mentalement, vous êtes ligoté, vous êtes dans un mur psychologique, dans une prison psychologique, dans une prison mentale, dans une prison spirituelle. Donc on n'a pas la liberté de l'âme. Lorsque les pays africains vont pour négocier dans des grandes réunions, en fait, ils n'ont pas toute la liberté d'âme pour dire ce qu'ils veulent. Parce que, quelque part, il y a la pesanteur. La pesanteur de la procédure de la conquête du bien-être. On a un problème. Le problème est très sérieux. Le problème se situe au niveau du poids de notre histoire, du poids de la pesanteur de toutes les atrocités que nous avons vécues par rapport à l'esclavagisme et par rapport à la colonisation, sans compter le néocolonialisme. Donc voilà pourquoi, que ce soit les présidents de la République, que ce soit les professeurs PhD, qu'on en a déjà beaucoup, qu'on en a nombreux, au fur et à mesure que le temps passe, l'Afrique est en train d'accumuler beaucoup des intellectuels. Curieusement, au fur et à mesure que la statistique des intellectuels augmente, des docteurs augmentent, plus la situation de l'Afrique s'empire encore. Il y a un problème très sérieux au niveau de notre liberté d'âme, la liberté de notre état d'âme. Et il y a un autre facteur, une autre caractéristique qui se manifeste lorsqu'un peuple se trouve dans un état de restauration sociale réussi, c'est la dignité de sa personnalité. Mes très chers frères et sœurs, mes amis, c'est honteux, c'est vraiment honteux lorsqu'on essaie un peu de voir ce qui se passe aussi au niveau de l'Afrique, sur tous les plans, sur tout le plan. Que ce soit nos présidents, ils ont souvent été humiliés d'une manière extraordinaire par les grandes puissances. Que ce soit du point de vue technologique, nous avons toujours été humiliés d'une manière spectaculaire. Il y a plusieurs aspects que nous pouvons mentionner qui démontrent que nous n'avons pas de dignité de personnalité. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. C'est vraiment clair de le dire que réellement l'Afrique n'a pas de dignité. On n'a pas de dignité. Que ce soit nos autorités politiques, que ce soit nos professeurs des universités, il n'y a pas de dignité de personnalité. Et ça, c'est très grave. Et c'est très sérieux. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de personnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'identité. Voilà pourquoi nous
nous engageons à dire toujours que nous sommes totalement convaincus que le développement de l'Afrique dépend nécessairement du développement culturel, scientifique et technologique du continent africain. Voilà pourquoi, pour terminer notre leçon d'aujourd'hui, nous avons un support littéraire, un support psychologique, un support intellectuel qui va constituer la conclusion de notre cours d'aujourd'hui, qui est intitulé « Le contexte d'émergence de Mandombe », qui se trouve dans le chapitre de l'étude systématique de l'essence de la situation de l'Afrique. Nous allons faire appel à la mémoire d'un grand activiste qui est le docteur Martin Luther King. Docteur Martin Luther King, il exprimait la conquête, le désir naturel de la conquête du bien-être de cette manière. Les opprimés ne peuvent pas indéfiniment rester opprimés. Le désir de la liberté finit toujours par se manifester. Martin Luther King. C'est comme ça que nous allons terminer notre leçon avec cette citation. Je vous en prie de écouter et réécouter encore ce cours. Faites de ces paroles, faites de cette structure, votre ligne de pensée, afin que nous puissions produire une révolution culturelle, afin que vous puissiez être un élément ou bien encore un feu de la révolution culturelle. Toutes les manifestations qui sont en train de se faire dans le monde, moi je n'en conteste pas. C'est tout à fait normal qu'on puisse manifester. Mais la grande manifestation, c'est l'action. Et l'action, c'est d'étudier cette structure et nous accompagner dans notre démarche. Commencer avec la première leçon et on va rentrer dans cette perspective du développement de la conscience noire, qui est l'aspect fondamental en ce qui concerne le développement de la personnalité de l'homme noir et de l'Afrique. Pour aujourd'hui, nous terminons ainsi. N'oubliez pas de vous approprier de votre kit, le kit de cours qui est disponible dans notre salle de classe virtuelle. Et je vous en prie de faire toujours les exercices. Dans chaque cours, nous avons une liste de questionnaires que vous devez répondre. Et en ce qui concerne des recherches, nous vous demandons toujours de créer un catalogue par rapport au thème que nous allons développer. Donc pour aujourd'hui, nous terminons notre leçon, nous terminons ce chapitre et je vous demande de nous rejoindre dans la deuxième leçon qui va toujours consister sur le chapitre numéro 1, l'étude systématique de l'essence de la situation de l'Afrique. Et le contexte sera le même, c'est le contexte d'émergence de Mandombe que nous allons continuer à étudier, mais avec un autre cadre. Donc voilà un peu les enseignements que nous avions pour vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et une fois de plus, soyez les bienvenus sur cette plateforme de la révolution culturelle scientifique du continent africain qui va garantir certainement la restauration sociale du continent africain. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite une bonne étude et à nous revoir à bientôt dans la leçon numéro 2. Merci.